Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le titre de ma communication est Deleuze, historien de l'art. Gilles Deleuze est une figure emblématique de la philosophie du XXe siècle. Il a laissé en héritage une œuvre monumentale reconnue sur les plans national et international. Cependant, cette œuvre ne s'est pas cantonnée au sein des débats éminemment philosophiques qui ont occupé les principaux courants de la philosophie occidentale. Elle s'est également étendue à d'autres domaines de la connaissance tels que la littérature, la peinture, le cinéma et la psychologie. Il le dit bien évidemment. Deleuze va donc faire de l'art et de la littérature un important pilier de son système philosophique. Cependant, ce penchant pour les arts et les lettres n'a pas contraint le philosophe à se forger une théorie générale de la littérature et de l'art. Au contraire, il s'est attentivement penché sur des œuvres littéraires et picturales en vue de les expliquer, les analyser et les décortiquer en en faisant un usage philosophique. Dans cette communication, nous tenterons de montrer que dans l'œuvre philosophique de Deleuze, il y a une skisse d'une orientation méthodologique propre à l'histoire de l'art. En vue de saisir les tenants et aboutissants de cette méthode de Deleuze pour écrire l'histoire de l'art, nous commencerons par présenter sa conception de l'art. Nous nous interrogerons ensuite sur les éléments structuraux qui caractérisent les tableaux de Francis Bacon, le peintre de ce qui est véritablement la peinture selon Deleuze. Nous dégagerons enfin les voies de l'art occidental selon Deleuze pour montrer comment elles se sont manifestées au travers de l'histoire de l'art. Je vais commencer par le premier volet de ma communication que j'ai intitulé Deleuze et l'art. En vue de comprendre les thèses de Deleuze sur l'art, commençons tout d'abord par rappeler le statut qu'occupait l'art chez le philosophe grec Platon. L'art pour ce dernier est une mimésis, car il consiste à copier ce qui existe dans le monde sensible, c'est-à-dire le monde où nous vivons et auquel on accède grâce aux cinq sens. L'art est donc une imitation de ce qui est déjà une copie. Le monde sensible est déjà une copie du vrai monde qui est le monde intelligible, le monde des idées auxquelles on accède par la pensée. Selon Platon, l'artiste est un piètre imitateur, voire un inventeur de mensonges, dans la mesure où sa tâche se limite à produire une copie fallacieuse d'une copie. L'art ne peut de ce fait que fournir des connaissances sensibles, obscures et non intelligibles. C'est la philosophie, en revanche, qui assume le rôle inverse, en l'occurrence, penser l'intelligible et percevoir la réalité véritable. Pour comprendre le regard deleuzien sur l'art, il faut également examiner ses propos sur la philosophie. Pour Deleuze, la pensée n'est pas l'apanage de la philosophie, car le philosophe n'est pas le seul à réfléchir. Le mathématicien, l'artiste, l'écrivain, le musicien pensent aussi. C'est en ce sens que la philosophie ne peut être supérieure à la littérature, aux sciences et aux arts. Elle est tout simplement une discipline qui, comme toutes les autres, pense. Sa pensée se fait par le biais de la création des concepts. Les écrivains, les artistes et les scientifiques n'ont donc pas moins d'idées que les philosophes. Ils peuvent, de ce point de vue-là, avoir accès à la même vérité qu'eux. L'idée est donc le dénominateur commun entre toutes les activités créatrices. Créer, nous dit Deleuze, c'est avoir une idée. Et une idée peut relever indifféremment de la philosophie, des sciences et de l'art. Simplement, ce n'est pas le même genre d'idées qui ne sont pas de même nature que celles des philosophes. Et donc, philosophe, celui qui crée des concepts, est artiste, celui qui crée un bloc de percepts et d'affects, et scientifique, celui qui crée des fonctions. Pour Deleuze, quelle que soit la forme que prend la pensée,
Elle est toujours un acte de résistance contre le chaos, le hasard et l'infini. Je cite, ce qui définit la pensée, les trois grandes formes de la pensée, l'art, la science et la philosophie, nous dit Deleuze, c'est toujours affronter le chaos, tracer un plan, tirer un plan sur le chaos. Fin de citation. Pour lutter contre l'infini, chaque forme de pensée procède à sa manière. La philosophie trace un plan d'immanence, la science trace un plan de coordonnées, l'art trace un plan de composition. Le but de l'art, donc, est d'arracher au chaos, au hasard et à l'infini du monde des blocs de sensations pour en faire des composés de sensations que Deleuze appelle monuments. En vue de bien comprendre ce que le philosophe entend par composé de sensations, il est nécessaire de se référer à Francis Bacon, Logique de la sensation. C'est un livre que Gilles Deleuze consacre au peintre anglais. C'est là où le peintre anglais Francis Bacon affirme ceci, je cite, « J'ai voulu peindre le cri plutôt que l'horreur ». Fin de citation. Le souci majeur du peintre, d'après Deleuze, est de peindre la sensation plutôt que le sensationnel. Peindre le sensationnel, je cite, c'est la solution de facilité, c'est représenter l'objet, l'histoire effrayante, le monde, un personnage. Fin de citation. Peindre le sensationnel n'est autre que la tâche qui incombe à l'art figuratif, lequel, nous dit Mireille Buydens, consiste à, je cite, rendre le visible, exposer des formes et des relations entre ces formes. Tout art figuratif apparaît donc comme essentiellement illustratif et narratif. Il met en scène des figures et ces figures sont en rapport mutuel. Quelque chose passe et se passe. Une histoire est racontée, tragique ou joyeuse, réelle ou fantastique. Fin de citation. Deleuze et Bacon s'insurgent donc contre cet art du sensationnel qui se limite à peindre l'horreur d'une scène et à en raconter le cri. Bacon recherche un art de la sensation dont la tâche consiste à peindre le cri, car il ne s'agit plus pour lui de représenter le monde, mais plutôt de juxtaposer des formes et tisser des histoires, mais représenter les flux agissant derrière les choses, c'est-à-dire la force d'un cri. J'en arrive maintenant au deuxième volet de ma communication. Je l'ai intitulé « Esquisse d'une histoire de l'art deleuzienne, voie de l'art occidental ». Dans les chapitres 14, 16 et 17 de Francis Bacon, Logique de la sensation, Gilles Deleuze emprunte à l'historien de l'art autrichien du 19e siècle, Alois Riegel, les concepts de vision haptique et de vision optique. Ces deux concepts caractérisent les deux grandes voies de l'art plastique occidental. La voie haptique est définie comme l'expression d'une vision rapprochée ou d'un espace haptique. La seconde voie, quant à elle, renvoie à la vision éloignée ou espace optique. Dans son ouvrage intitulé Sahara, l'esthétique de Gilles Deleuze, Mireille Buydens relève trois traits fondamentaux permettant de distinguer le courant haptique de celui optique. Il s'agit tout d'abord de la première caractéristique de la présentation haptique qui réside dans sa dimension de proximité. Haptique provient en effet du grec apto, qui signifie toucher et désigne de ce fait une certaine possibilité du regard consistant à tâter l'objet, à le palper simultanément de tous les sens. Cette proximité haptique se manifeste d'une double façon, tout à la fois en amont et en aval de la création. Elle se manifeste tout d'abord en amont, en ce que l'art haptique implique une certaine façon de procéder, qui consiste pour l'artiste d'établir une proximité immédiate, une intime fusion avec ce qu'il peint. Le créateur doit se fondre aux éléments, s'immiscer au cœur des flux qu'il entend nous présenter sur sa toile.
Ensuite, la proximité haptique se trouve également au cœur même de la peinture, en ce que l'œuvre haptique se caractérise par le fait qu'elle ne distingue pas la forme du fond, pas plus qu'elle ne creuse entre ces figures l'intervalle d'une relation dialogique. Ensuite, il y a une deuxième caractéristique de l'espace haptique. Elle concerne son caractère aformel, sans repère fixe et sans chemin. L'espace haptique ne contient ni forme, ni sujet, mais se peuple de force et de flux, constituant un espace fluide, mouvant, sans point fixe, sans empreinte qui ne soit éphémère. Face à cet aspect haptique, on trouve l'espace optique, dont les caractères sont diamétralement opposés à l'espace haptique. Il est ainsi l'espace de la distance, de la forme se découpant sur un fond, de la polyphonie des plans superposés, des directions et des significations. Il y a enfin la troisième caractéristique qui distingue l'art ou l'espace haptique de l'art optique. Elle tient dans le statut qui sera conféré à la ligne. Dans le premier cas, c'est-à-dire celui de l'art haptique, la ligne sera définie comme abstraite dans la mesure où elle ne dessine aucune forme, alors que dans le second cas, celui de l'art optique, la ligne sera définie comme concrète pour la raison inverse. Après avoir dégagé les principales caractéristiques théoriques, Buydens, bien sûr, passe à montrer brièvement comment ces deux sensibilités esthétiques se sont manifestées au travers de l'histoire de l'art. Il s'agit en fait de subdiviser la peinture occidentale en 6 étapes. Il y a la première étape, c'est que l'art, selon Deleuze, commence avec la ligne abstraite. Aussi, l'art préhistorique n'est-il nullement concret ou figuratif, mais se meut au contraire dans l'abstraction. C'est toutefois l'Égypte que choisit Deleuze comme point de départ. Le bas-relief égyptien appartiendrait à l'art haptique par son emploi de la surface, de la proximité de la ligne abstraite. Il ignore en effet la profondeur et juxtapose ces figures de manière telle qu'elles soient tout à la fois proches l'une de l'autre et de nous-mêmes, utilisant ainsi cette double proximité interne et externe que nous avions découverte comme caractéristique des œuvres de Francis Bacon. Je cite Deleuze, à travers les siècles, bien des choses font de Bacon un Égyptien. Bacon rend à l'Égypte l'hommage du Sphinx et déclare son amour de la sculpture égyptienne. Fin de citation. Il s'agit également d'un art essentiellement linéaire. Les figures y sont ciselées par un tracé net et pur et apparaissent comme non organiques dans la mesure où celui-ci ne dégage aucune perspective, aucune profondeur cynique ou chamelle, pas plus qu'il ne se noue de relations dialogiques. Les figures sont comme isolées par la précision de leurs contours, enfermées dans leur splendeur hiérarchique. La deuxième étape relevée par Deleuze est alors l'apparition de la ligne organique grecque, libération de la profondeur et réalisme dans le modelé des corps, rupture de l'isolement des figures et dimension plus aisément narrative. La ligne change incontestablement de statut et se met à découper des formes concrètes, organiques. La présentation hiératique se mue en représentation volubile, tissant un réseau de relations, de tensions et d'affrontements entre les formes. À l'encontre des œuvres pleinement haptiques, c'est le cas par exemple de Cézanne et de Bacon, où les lignes et les forces se composent et se nouent sans jamais ciseler une histoire, car cela se passe, mais rien ne se passe. Les œuvres grecques apparaissent parcourues de confrontations, de médiation et de destin. La troisième étape est constituée par l'art byzantin qui va opérer une radicalisation de la dimension optique
présente dans l'art grec. Ce dernier n'était en effet pas purement optique, mais tactile optique, car pour être appréhendé en perspective par une vision éloignée, les formes n'en étaient pas moins dotées d'une certaine sensualité, de telle sorte que la dimension tactile était malgré tout présente. Si l'art byzantin représente le modèle de l'espace optique pur, l'art barbare ou gothique sera au contraire considéré comme l'imposition d'un espace purement tactile. C'est la 4e étape relevée par Deleuze. Cet art barbare se distingue tout à la fois de la représentation classique grecque et de l'espace optique byzantin par sa proximité haptique, mais il se distingue également de la ligne géométrique égyptienne. Cette dernière, en effet, se préoccupait malgré tout de capter l'essence dans un contour, qu'il soit plat et tout en surface, et se soumettait dès lors à un code et un hiératisme de circonstances. L'art barbare n'a plus de ceci, n'a plus ceci. C'est un art du trait ponctuel et de l'accident, nous dit Deleuze. En ce qui concerne la 5e étape, bien sûr qui vient après l'art gothique, elle est constituée par l'art baroque. Bien sûr, la lecture deleuzienne de l'art baroque appelle 3 remarques. La première remarque, selon laquelle l'art baroque devient à proprement parler un art non représentatif, dans la mesure où son ambition n'est plus de représenter des formes, mais bien de présenter des plis affectant des textures par-delà les formes elles-mêmes. La deuxième remarque concernant l'art baroque, bien évidemment, ça concerne le parallélisme entre l'analyse effectuée par Deleuze et l'analyse qu'elle présente à propos de la peinture figurale du peintre anglais Francis Bacon. Le baroque, selon Deleuze, ne fait pas autre chose. Il étire, distend ses figures, non par le biais d'un brossage à la manière baconienne, mais par la prolifération des plis qui absorbent et triturent les contours. Il s'agit, que ce soit pour le baroque ou bien pour Francis Bacon, de la même démarche, à savoir exhiber les formes dans l'instant de leur naufrage et tenir cet instant ouvert indéfiniment. Seul le procédé diffère, non plus le nettoyage baconien qui fait fuir la figure dans l'aplat, mais le pli baroque qui recouvre et enfle les corps, noyant leurs limites à la gloire de la texture. Enfin, il y a la 3e remarque. Ce parallélisme implicite entre l'art baroque et l'art figural se poursuit dans le statut reconnu à la notion de profondeur. Si l'œuvre baroque se définit par le pli, Deleuze ne tarde pas à ajouter que ce même pli détermine lui-même une profondeur maigre et superposable concernant la peinture de Francis Bacon. Il y a la 6e étape de l'histoire de la peinture occidentale, selon Deleuze, ça concerne la modernité en peinture, ou bien la modernité picturale. D'une manière très générale, elle se caractérise par le souci de rompre avec la figuration-narration. La photo a en effet pris sur elle la fonction de représenter le monde et on a de ce fait expulsé la peinture qui aura à chercher ailleurs sa raison d'être et sa spécificité. Abandonnant la représentation des formes, elle se tournera alors vers la présentation des forces. Ainsi donc, expulsée de la représentation par l'évolution de la technique, la peinture s'est vue contrainte de devenir méta-représentation et a assumé cette contrainte comme une volonté, puisque les formes lui échappent, puisque la technique les saisira avec toujours plus d'acuité qu'il ne pourrait le faire, eh bien, elle montrera que les formes ne sont qu'une superposition contingente, recelant des flux plus profonds, des forces plus authentiques qu'elle seule peut dévoiler et distiller en nous comme l'essence d'un devenir plus libre.
La modernité en peinture, selon Deleuze, se présente comme une rupture par rapport à ce qui précède, puisque la représentation des formes qui avaient caractérisé l'art occidental, l'art bien évidemment gothique, l'art baroque, fait place à la représentation des forces, qui apparaît comme la seule voie de salut désormais possible. Pour Deleuze, ce bouleversement esthétique radical vers la représentation des forces, c'est le tournant post-romantique. Les densités, le romantique, l'essentiel n'est plus dans les formes et les matières, mais dans les forces, les densités, les intensités. Ce courant s'opère avec Paul Cézanne et trouve son expression la plus achevée, ainsi comme nous l'avons vu avec le peintre contemporain Francis Bacon. Toutefois, fait remarquer Mireille Buydens, Deleuze n'envisage pas la peinture moderne comme un tout homogène. Trois courants se manifestent en son sein, qui incarnent chacun une tentative spécifique pour dépasser la crise de la représentation qui frappe les arts plastiques. Le premier courant est celui de la peinture abstraite. Si nous prenons par exemple Mondrian ou Kandinsky, nous constatons indubitablement que c'est même là un truisme qu'il rompt radicalement avec la figuration classique. Le second courant constitue en quelque sorte l'antithèse théorique du premier courant. Il est qualifié d'art informel. Bien évidemment, comme l'art abstrait, l'art informel entend en finir avec la représentation. Cependant, les moyens qui sont mis en œuvre se révèlent radicalement différents, puisqu'il ne s'agit plus de peindre des formes abstraites, mais bien de dissoudre toute forme dans un chaos fluide de traits sauvages et de taches colorées, d'exhiber des forces pures par une ligne qui ne délimite plus rien, qui est à peine une ligne, tant elle est brisée, rompue, manuelle. La troisième voie en peinture, laquelle ceux qui réalisent bien évidemment cette ambition de dissolution des formes, alliée à leur conservation marginale, ce devait d'être inventé. Cette synthèse, bien évidemment, sera incarnée par le peintre contemporain Francis Bacon. À égale distance du code formel optique, de l'abstraction et de la catastrophe optique de l'art informel, Francis Bacon se distingue, comme nous l'avons déjà vu, par l'exposition du travail de déformation, saisi dans le cours de son accomplissement. Se référant sur, bien évidemment, son analyse de l'œuvre de Francis Bacon, Deleuze réécrit l'histoire de l'art qu'il conçoit comme la manifestation des deux sensibilités esthétiques, haptiques et optiques. Je vous remercie.